Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce lundi. Cet incendie qui a fait d'importants dégâts matériels à Yopougon. Le feu a consumé une grande partie des installations d'Industrap Carocol, une société spécialisée dans la fabrication de peinture. À l'intérieur du pays, les écoles primaires et secondaires générales et techniques rouvriront la semaine prochaine. Le ministère de tutelle prépare activement cette reprise à une semaine de l'échéance quand Dia Camara a présenté les modalités afférentes à cette réouverture. Et ce soir, focus sur ces autres soldats anti-Covid cachés dans l'ombre. En plus du corps médical et de l'armée, il y a aussi les assistants sociaux. Ils sont commis à la prise en charge psychosociale des personnes infectées par le Covid-19 et pas seulement. Vous verrez dans ce journal comment leurs actions sont aussi portées sur les proches des malades et les personnes traumatisées par la maladie. Tout d'abord, cet incendie qui a fait d'importants dégâts matériels à Yopougon. Le feu a consumé une grande partie des installations d'Industrap Carocol, société spécialisée dans la fabrication de peinture. L'incendie a été suivi de fortes explosions. Les sapeurs-pompiers déployés sur les lieux ont réussi à venir à bout des flammes après plus de 5 heures de lutte contre le feu. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Le témoignage de Yeli Traoré et Harouna Zeba. C'est vers 4 heures ce matin, sous une pluie battante, qu'un incendie s'est déclaré dans les entrepôts de l'usine de la société Industrap, dans la zone industrielle de Yopougon. Un court-circuit sera à l'origine de cet incendie qui a littéralement consumé les locaux de l'entrepôt. L'incendie a fait 2 victimes, dont un mort, un vigile qui a péri calciné par les flammes. Aux environs de 6 heures du matin, c'est en ce moment que j'ai entendu des sons vraiment assez percutants et qui donnaient l'air à une intercelle, voire des sons de masse électrique, puisque moi-même je suis dans l'industrie électrique. Donc pour moi c'était un poste de transformation qui était en train de prendre feu. Et j'ai constaté déjà même derrière la maison, en zone industrielle ici, Mikao, j'ai constaté ces flammes-là. Sur place, les sapeurs-pompiers étaient déjà à pied d'œuvre pour arriver à bout de cet incendie qui leur a donné du fil à retordre. Et il nécessitait l'appui d'une unité privée de sapeurs-pompiers de la zone industrielle. Effectivement, nous avons été alertés aux environs de 4h30 pour un feu dans une usine à Yopougon, zone industrielle. Aussitôt, nos équipes sont venues et nous avons procédé aux différentes extinctions. J'avoue que l'intervention a été assez difficile du fait de la diversité des produits qui étaient en combustion et nous avons pu arriver au terme de cet incendie-là, là maintenant à peine. Un responsable de la société rencontré sur place évoque les conséquences du sinistre sur les activités de l'entreprise. Il ne peut pas vous dire exactement ce que nous avons perdu, mais il faut dire que c'est une grande perte quand même, hein, parce qu'on a des milliers de tonnes de produits, des solvants qui sont stockés là. Bon, à peu près 221 personnes qui travaillent au sein de cette usine. Il va sans dire que tout ce monde sera dans la rue, en attendant qu'on puisse peut-être reconstruire. Vous voyez, c'est une grande perte pour tous mes frères qui sont déjà dedans. La vétusté des installations et les branchements anarchiques constituent les principales causes des incendies observés en Côte d'Ivoire, où une série d'incendies a notamment touché des marchés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Quelle tristesse, cet incendie a fait 1 mort et une personne blessée dans un état critique. Autre sujet, du nouveau dans l'affaire qui oppose le projet de transport urbain d'Abidjan et 4 membres du collectif des propriétaires du quartier Boribana dans la commune d'Atekoubé. Sur place, les opérations de déguerpissement dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan ont repris ce matin. On retrouve Yeli Traoré et Harouna Zeba. Dans le cadre de la réalisation du 4e pont d'Abidjan, les populations logées sur le tracé du pont ont été priées de quitter les lieux après indemnisation. Propriétaires non résidents et les locataires ont ainsi reçu des chèques ou ordres de virement. Les propriétaires résidents ont été relogés temporairement aux frais de l'État en attendant la construction de leur maison. Mais certains résistent
et refusent de quitter les lieux jusqu'au déguerpissement ce lundi matin. Hier, on attendait qu'il va casser aujourd'hui, mais on n'a pas. Il y a quelqu'un qui dit c'est oui, il y a quelqu'un qui dit son non. Bon matin, on est dedans, ils sont venus et dit on n'a qu'à sortir, il va casser. Donc ils ont cassé. Voilà, nous, bagages, ça est dehors. On ne sait pas où on va dormir aujourd'hui. Moi, passera les 6, j'ai fait ma maison. Mais aujourd'hui, c'est les maisons cassées, maison là. Et où il dormi? C'est tôt ce matin que nous avons été informés. L'affaire était au niveau de la justice. À cause de la situation sanitaire, on nous a dit que le jugement se fera plus tard. Et on nous a promis que le déguerpissement ne se fera pas avant de nous en avoir informés. Tôt le matin, les enfants sont venus nous dire qu'ils sont venus casser les maisons. Ils ont fait ça en plein Ramadan, puisqu'ils en ont le pouvoir. Mais c'est Dieu qui détient le pouvoir. L'avocat des personnes déguerpies rencontré sur place fait part de son incompréhension, d'autant que, selon lui, toutes les voies de recours n'étaient pas épuisées et que le contexte de crise sanitaire aurait dû plaider en faveur d'un ajournement des démolitions. Il est clair que les procédures d'expulsion sont suspendues, a fortiori lorsque ça concerne des propriétaires de bâtis. Si des locataires indélicats qui payent leur loyer, on estime qu'on ne peut pas les expulser en raison de la pandémie ou de la crise sanitaire, j'estime que naturellement les propriétaires de bâtis comme mes clients ne peuvent pas les déguerpir aujourd'hui. Sous moi, ça va à l'encontre même de la politique actuelle du gouvernement relativement à la crise qui mine le pays, qui mine le monde. La coordonnatrice adjointe du PTUA, projet de transport urbain d'Abidjan qui pilote les opérations pour le compte de l'AGEROUTE, réfute les accusations des résidents et de leurs avocats. Pour elle, le déguerpissement intervient sur décision de justice et les règles ont été respectées. L'opération qui a été menée ce matin fait suite à une décision de justice. Les personnes dont les maisons ont été démolies ce matin ont perdu un procès dont le PTUA a eu une copie de la grosse, un procès dont la décision est tombée le 14 février. Ces personnes, le PTUA et l'AJT leur ont signifié la décision de justice et leur ont transmis un commandement d'avoir à libérer l'emprise depuis le 10 mars 2020, soit 2 mois, soit il y a de cela 2 mois. Pour rappel, les opérations de déguerpissement pour la réalisation du 4e pont d'Abidjan ont commencé le 30 novembre 2019. Une saisine de la justice par certains résidents du quartier Boribana avait retardé les opérations. À l'intérieur du pays, les écoles primaires et secondaires générales et techniques rouvriront la semaine prochaine. Le ministère de tutelle prépare activement cette reprise à une semaine de l'échéance. Kandia Camara a présenté les modalités afférentes à cette réouverture. Thiemé Danger, Tanguy Conan. Fermée depuis un mois, l'école reprend ses droits à l'intérieur du pays à compter du 18 mai prochain. Les modalités de la réouverture des établissements scolaires dans ce contexte de crise sanitaire du Covid-19 sont désormais connues. Il a été présenté ce lundi au syndicat d'enseignants, conviés à une rencontre à cet effet au cabinet de la ministre de l'Éducation nationale. Il y a 3 paliers. Au niveau des écoles primaires, nous avons préconisé l'ouverture par alternance. Nous créons 2 groupes. Un groupe constitué des classes de CE2, de CM1 et de CM2. L'autre groupe, c'est les classes de CP, CP1, CP2 et CE1. De sorte que, un jour sur 2, ces groupes-là vont se relayer dans l'école. Au niveau de l'enseignement secondaire, quand on arrive aux établissements à gros effectifs, compte tenu du nombre d'élèves que nous avons, nous allons mettre l'accent exclusivement sur les classes d'examen. Donc sur les 2 premières semaines, à partir du 18, là, on se focalise sur les classes d'examen pour observer. Et après cela, nous allons voir comment il faut intégrer les classes intermédiaires. La bonne reprise de l'école repose sur l'implication de tous les acteurs, ceux pour boucler l'année en cours le 14 août 2020. Un appel est lancé dans ce sens aux acteurs de l'école dans les zones concernées par la réouverture, mais aussi
Les enseignants et élèves bloqués à Abidjan du fait du confinement. Nous voulons boucler toutes nos opérations au 14 août 2020. Nous avons dit qu'il fallait ouvrir un site. Le site, il est ouvert et il est bien connu, que tous ceux qui sont intéressés s'inscrivent. La rencontre d'information sur la reprise des cours est saluée par les syndicats. Je salue personnellement cette décision, mais je voudrais profiter pour rassurer mes collègues enseignants. Qu'en ce qui les concerne, des dispositions sanitaires ont été prises. Je les rassure que dans chacun de nos établissements, le matériel sanitaire leur sera distribué. Le ministère nous a informé que ce n'est que la première réunion et que toute contribution dans le sens d'améliorer les différentes mesures qui ont été prises sont les bienvenues. Et nous nous inscrivons dans une telle dynamique. Notons que les écoles maternelles ne sont pas concernées par la reprise des cours. Les élèves de cet ordre d'enseignement sont mis en congé. Nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1730 cas confirmés, dont 891 malades actifs, 818 guéris et 21 décès. La déclaration du ministre de la Santé, Dr Eugène Akaawole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 11 mai 2020 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 499 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1730 cas confirmés, dont 818 personnes guéries, 21 décès et 891 cas positifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 162. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'informe les populations que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour tous les types de problèmes de santé, notamment pour les services de la vaccination, les consultations prénatales et les accouchements. Et pour venir à bout de cette maladie qui affecte près de 900 malades actifs en Côte d'Ivoire, il faut aussi compter sur ces autres soldats anti-Covid cachés dans l'ombre. En plus du corps médical et de l'armée, il y a aussi les assistants sociaux. Ils sont commis à la prise en charge psychosociale des personnes infectées par le Covid-19 et pas seulement. Vous verrez dans le reportage qui va suivre comment leurs actions sont aussi portées sur les proches des malades et les populations traumatisées par la maladie. Pierre Dipomelin, Mathurin Badé, Tanguy Conan et Fulgence Kissiedo. Je suis Madame Oula, assistante sociale au centre social de Port-Boué. D'accord. Je viens d'avoir votre nom par le biais du district sanitaire de Port-Boué. D'accord. Oui, on m'avait dit que vous étiez déclaré positif. Oui. Oui, donc je suis là pour le suivi. Pélagie, assistante sociale, est en amont et en aval de la prise en charge psychosociale des malades du Covid-19 et de leurs proches. En ligne de front, elle rentre en contact avec les patients dès que ceux-ci ont été déclarés positifs. On peut passer 5, 10 appels, voire même 15 par jour, selon le nombre de cas confirmés qu'on a et leur point de contact. Face au déni de la maladie de certains patients, la tâche de ces travailleurs sociaux n'est pas toujours facile. Ils ne sont pas tous réceptifs, mais on a des techniques d'approche. On arrive à les convaincre, on les sensibilise et à la suite, ils acceptent de nous recevoir. Et quand on arrive, vraiment, ils sont traumatisés d'abord. Donc, on leur apporte un soutien psychologique d'abord pour leur dire que ce n'est pas une fin en soi et qu'ils peuvent guérir. En contact permanent dans les districts sanitaires, Pélagie est aussi sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, elle rend visite à un patient, un jeune élève de 19 ans. Après avoir été déclaré guéri,
Il sort à peine du Vitib à Bassam, où il était interné pour des soins. Après des hésitations, il accepte enfin de nous parler. J'étais enrhumé, j'avais perdu l'odorat. Et le docteur m'a proposé de faire un test du Covid-19. J'ai accepté, mon test a été positif. Je suis parti en confinement à l'hôtel Vitib de Grand Bassam. Et j'ai fait environ 2 semaines là-bas. On était bien traités, j'étais dans une chambre, j'étais bien logé. En tout cas bien logé et puis bien nourri pendant ces 2 semaines. Nous étions environ 80 personnes. Oui, 80 personnes, mais c'est une seule personne qui avait des difficultés respiratoires ils ont évacué rapidement. Ses parents, eux, ont été conduits et confinés à l'INJS à Marcory. Heureusement, ils en sont ressortis indemnes. Il m'appelle, il dit « Ah, on vient de m'appeler, on dit que je suis positif. » Et quelques temps après, c'est l'ambulance et puis l'équipe médicale qui est arrivée. Ils sont rentrés et tout le quartier a commencé à nous regarder. Charles a tiré son enfant, rentre chez lui, de là-bas, à travers la clôture, le concerné lui-même, mon fils, lui devait aller à Bassam. C'est là-bas on fait le traitement, comme il a eu la maladie. Et nous, on est suspectés, nous, on va aller à l'INJS. Tout le quartier est calme comme ça. Après sa guérison, le jeune et sa famille doivent faire face à un autre mal, la stigmatisation. C'est ce qui explique la présence de Pélagie, l'assistante sociale. Elle poursuit la prise en charge. Comme eux, tous les malades du coronavirus ou presque subissent le regard et le rejet du voisinage. Tout le monde est informé dans le quartier. C'est pour cela que je vous ai dit de venir. Parce que je n'ai plus rien à cacher. Donc, quand on me dit que c'est celle qui avait le coronavirus, elles ont commencé à avoir peur de moi. Elles ont commencé à prendre la distance, appeler même les enfants. Et voilà, les enfants disent, toi, viens ici. L'assistante sociale connaît m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais. Ça m'a aidé. Ces travailleurs sociaux sont outillés par l'INHP, Institut national d'hygiène publique, pour accroître leur efficacité dans la prise en charge psychosociale des malades. Leur rôle, cependant, est très peu connu du grand public. Quand la personne est testée positive, il va s'en dire qu'il y a la prise en charge sanitaire, il y a des contingences d'ordre social, il y a le regard des autres. Donc toutes ces répercussions-là sont traitées dans une adresse psychosociale par l'assistance sociale. Le docteur Amétier chapeaute toutes ces actions des assistants sociaux sur les personnes vulnérables. Les contacts qui refusent de se faire dépister ou bien de se faire confiner à l'INJS ou bien au Vitib, alors ils font appel au travailleur social. Hier, nous avons pu rendre visite à 2 familles qui sont sorties de ces centres de confinement, qui se portent très bien. Et la ministre a bien voulu leur remettre des vivres que nous leur avons donnés hier. Vous savez, avec cette maladie, les gens ont très peur. Et souvent, les malades qui sont infectés sont stigmatisés. Elles sont rejetées parfois par leur communauté. La Côte d'Ivoire compte 51 complexes sociaux éducatifs dans lesquels sont disséminés des travailleurs sociaux. Ils font face tous les jours aux questions de vulnérabilité sur toutes ses formes. Nous avons les VBG dans ce temps de confinement. Les violences basées sur le genre ont augmenté en volume. Donc il faut ces travailleurs sociaux pour traiter ces sujets, pour accueillir les femmes en détresse. Ça peut être des hommes également, ou des enfants qui sont violentés. Dans cette guerre contre le Covid-19, les assistants sociaux font partie des soldats en première ligne. Travailleurs de l'ombre, ils sont parvenus à convaincre plusieurs centaines d'individus réticents à intégrer les centres de confinement. Ils sont installés dans les 8 centres d'accueil que compte le Grand Abidjan pour les dépistages. Leur travail s'étend à la population incrédule, mais aussi celle traumatisée. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire qui continue de faire sa part. Ce soir, coup de projecteur sur le circuit de diagnostic des échantillons prélevés dans ce pôle national, sous-régional, voire régional en matière de traitement des données biologiques et pathologiques infectieuses. Un dispositif visité par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Thiemé Dandje, Tanguy Kona. Il est 14h précises ce lundi. L'Institut Pasteur Cisa Diop-Odoumé, sur la route de Dabou, centre agréé du diagnostic du Covid-19 en Côte d'Ivoire, reçoit un hôte de marque, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. En compagnie du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le diplomate français est venu se faire une idée du circuit des tests, des prélèvements liés au nouveau coronavirus. La visite débute ici,
sur le site d'entreposage des échantillons. Ce lot présenté à l'hôte du jour vient d'être livré par une équipe de l'Institut national d'hygiène publique. Donc en fait, c'est le tri là qui est le plus grand problème. De là, cap ici à la salle de tri et de test des échantillons. Une fois sur place, ils trouvent bien en place des équipements de système ouvert capables de faire plusieurs examens de virologie et des agents à l'œuvre. La dernière étape du circuit avant celle de la destruction des échantillons, c'est ici, dans la salle de lecture des données, où les copies du virus permettent à partir de l'appareil de connaître le statut de l'échantillon techniqué. La pandémie du coronavirus fait peur, mais les agents de l'Institut Pasteur font preuve d'une sérénité à la tâche qui séduit le bailleur français. Je tenais à souligner qu'ici, c'est la compétence, ici, c'est l'excellence, et ici, c'est le dévouement. Parce qu'ici, tous les jours, il y a des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui se dévouent au service des autres, au service des hommes et des femmes de ce pays. Donc soyez-en remerciés. Madame la directrice. Pour sa part, le ministre de la Santé dit compter sur l'engagement des différents acteurs de la riposte au Covid-19, dont l'Institut Pasteur, pour inverser la courbe évolutive de la pandémie dans le pays. Notre objectif est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines et mettre fin à l'essoufflement économique lié à la pandémie. Nous restons confiants à l'issue favorable que sera notre combat face à la maladie du coronavirus. Surtout maintenant que j'ai compris pourquoi Mme Dessau nous communique les résultats à 3h, à 4h du matin. C'est que l'Institut Pasteur Côte d'Ivoire ne dort pas. Ça travaille 24 heures sur 24 heures, nuit et jour. Berceau des analyses biologiques pour les maladies infectieuses, l'Institut Pasteur a testé du 11 mars au 10 mai 2020 plus de 13 000 échantillons pour moins de 2000 cas confirmés. La contribution supplémentaire de 4 milliards de francs CFA de la France va aider l'Institut dans sa phase de diagnostic massif du Covid-19. Cette crise sanitaire qui traîne les pas affecte de nombreuses activités, notamment la restauration, presque totalement sinistrée. Le couvre-feu, les regroupements interdits ne sont pas faits pour arranger ces entrepreneurs qui broient du noir. Ils en appellent à des actions vigoureuses de l'État afin de sauver leurs activités et préserver les emplois. Salif Yalekwe, Mathurin Badet. Abidjan-Trècheville, ce lundi. Ce restaurant qui d'ordinaire grouille de monde est désert. La grande pandémie qui secoue le monde a laissé ses traces. Fallou Diop, le propriétaire des lieux, a engagé des travaux de réfection de son restaurant dans l'espoir d'une reprise imminente. Difficile le quotidien avec cet agenda imposé par le Covid-19. Très compliqué pour nous. Très compliqué, je peux dire, le mot me manque. Nous sommes fermés depuis 2 mois. Tous les travailleurs ils sont à la maison. Un chômage technique. Vraiment, c'est dur, c'est très dur, je peux dire le mot. Mais on fait avec parce que tout ce que le bon Dieu fait, bon. Il y a des clients même qui nous sollicitent de faire des livraisons. Mais je crois que si ça continue comme ça, on est obligé de le faire pour le moment, pour au moins être dans l'activité. À Marcory, ce chef d'entreprise vit également bien difficilement cette crise. Les charges n'ont pratiquement pas baissé puisque nous avons toujours l'électricité, nous avons les loyers, nous avons tous nos équipements frigorifiques, nos chambres froides qui fonctionnent. Donc on a de toute façon des charges incompressibles et on n'a plus aucun chiffre d'affaires. Donc oui, c'est quand même une situation très difficile à vivre. Notre vœu, c'est qu'on puisse discuter quand même et partager avec le gouvernement nos difficultés. Je sais qu'il y a déjà des mesures d'aide qui sont décidées, qui sont peut-être déjà mises en place, mais il faut qu'on sensibilise le gouvernement sur nos particularités de notre activité de restauration, qui n'est peut-être pas le commun de toutes les industries de la place. Dans la commune de Cocody, plus précisément dans le village lagunaire de Blocos, dans cette grande enseigne, le constat reste le même. La patronne des lieux est présente. Le temps de superviser l'entretien de son restaurant qui accueille une clientèle de luxe.
Le calvaire du Covid est une réalité. Cette crise-là, nous la vivons très mal, surtout les employés. Chaque jour, madame, on ouvre quand, madame, comment ça se passe. J'ai même essayé de faire les emporter, mais malheureusement, je peux venir le matin jusqu'au soir, je peux faire que 3 emportés. Que même les banques refusent d'aider. Je me tourne vers le gouvernement pour qu'il nous aide. Sinon, sans ça, je ne pense pas qu'on pourra en tenir. Tous ces entrepreneurs spécialistes de la restauration ont un vœu, la fin de cette crise sanitaire qui a freiné leur business, afin de repartir de plus belle et tourner cette page bien sombre du Covid-19. Pour terminer, je rappelle ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1730 cas confirmés, dont 891 malades actifs, 818 guéris et 21 décès. Vous avez entendu la déclaration du ministre de la Santé, Dr Eugène Akaawole, dans ce journal. Voilà, c'est la fin de cette édition de NCI News. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.